Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 12 juillet 2021 dans l'actualité ce soir. Près de 300 mètres de longueur, 160 mètres au-dessus du sol, 180 mètres au-dessus de ses fondations, le barrage du Chevril, plus connu sous le nom de barrage de Tignes, est le plus haut de France et il se visite. Nous plongerons dans ses entrailles dans ce journal. Et puis préserver la rivière et sensibiliser le public, c'est l'objectif du parcours didactique consacré à la pêche et à l'environnement sur le Foron de Fillinges en Haute-Savoie. Nous verrons un reportage d'Emmanuel Jaude. Élu à la tête du département de la Haute-Savoie le 1er juillet, Martial Sadier a présidé sa première séance publique ce lundi matin. Une séance de 20 minutes pendant laquelle les 34 élus de l'Assemblée départementale se sont répartis différentes missions. Ils ont notamment désigné leurs représentants au sein du syndicat mixte du Funiflène, cet ascenseur valléen dont les travaux doivent débuter en 2023. La réunion de ce lundi était aussi l'occasion d'en savoir un peu plus sur le style du nouveau chef de l'exécutif au conseil départemental. On l'écoute au micro de Sébastien Germain. C'est une réunion formelle, vous savez, on va multiplier 5 ou 6 réunions formelles pour la mise en place de l'Assemblée départementale. C'est les délégations de signature au président, à ce qu'on appelle la commission permanente. Et puis là, on va attaquer une séance privée où on va préflécher 350 conseillers départementaux dans les collèges, dans les associations, partout où le département a des sièges pour que le département soit représenté aux réunions. Encore une fois, c'est l'installation, tous les départements de France font ça. Et puis il y a des nouveaux élus, il y a une nouvelle génération qui se met en place, il y a la moitié de nouveaux conseillers départementaux, il y a un nouveau président, l'exécutif est très fortement renouvelé parce qu'il y a une dizaine de vice-présidents qui arrêtaient. Donc forcément, ce sera différent. Ce sera différent, ça ne peut pas en être autrement et puis tant mieux. Les conseillers départementaux, notamment ceux qui étaient là auparavant, sont en attente que l'on maintienne ce qui marche, et puis sont en attente que lorsque ça marchait peut-être un petit peu moins bien, ou sont en attente de propositions nouvelles. C'est l'objet de la réunion toute la journée. Leur ambition, lancer une Silicon Valley à la française. Un groupe d'entrepreneurs de Savoie est à l'origine du projet Alpes Valley. Cette structure veut transformer l'arc alpin de Valence à Genève en référence mondiale de la nouvelle économie. Pour cela, ses fondateurs projettent de renforcer l'éducation au numérique, d'ouvrir une dizaine de lieux totems en ville et en station et d'héberger et promouvoir les startups les plus prometteuses de la région. Ils ont présenté leur incubateur à Agnès Pannier-Runacher. La ministre déléguée chargée de l'industrie a assisté vendredi à la présentation d'Alpes Valley dans les locaux de l'école de commerce de l'INSEC de Chambéry. On l'écoute au micro de Maureen Alibert et Agathe Bilstein. Mettre un incubateur ici fait beaucoup de sens et faire en sorte que les entrepreneurs soient accompagnés par les meilleurs experts qui ont cette volonté de développer l'activité économique fait beaucoup de sens aussi. La deuxième chose, c'est qu'on le voit ici, on est ouvert, on développe en réseau. Certes, c'est l'écosystème de la Savoie et des Alpes, mais c'est un écosystème qui fonctionne avec Paris, avec Bordeaux, avec Lyon, avec Toulouse, et c'est un écosystème qui fonctionne avec les États-Unis, avec la Chine, donc qui n'est pas fermé, qui se nourrit des innovations des autres et qui sait faire en sorte que tout le monde communique ensemble. Et c'est très exactement ce que nous voulons faire, prendre le meilleur de l'extérieur, prendre les meilleurs et tirer l'ensemble de notre écosystème local, territorial, pour que les jeunes montent en compétences et des emplois, pour que les entrepreneurs trouvent des solutions, soient accompagnés, et pour qu'in fine, ce qu'on appelle la Startup Nation s'incarne très concrètement sur des projets de sites de production, sur des projets de services au service de la population et avec des emplois à la clé. Il est le plus haut barrage de France, mis en service en 1954. L'infrastructure hydroélectrique en contrebas de la station de Tignes est un ouvrage historique. Cet été, la galerie supérieure de l'édifice ouvre ses portes aux visiteurs. L'occasion de découvrir les coulisses de la production d'énergie. Maureen Alibert et Agathe Bilstein se sont glissées pour nous dans une visite reportage. C'est un édifice chargé d'histoire qui ouvre ses portes au public. Par groupe de 10, casque sur la tête et gilet de sécurité sur les épaules, il est désormais possible de pénétrer dans les entrailles du barrage de Tignes et d'en apprendre un peu plus sur la production hydroélectrique.
On parle de l'écologie et on parle surtout d'un barrage qui est là quand même depuis 1947, fini en 52 et qui fait de l'hydroélectricité. Donc je pense que quand on vient en montagne comme ça et qu'on se retrouve devant cette architecture, c'est sympa de la faire visiter et au moins d'expliquer les termes techniques concernant l'hydroélectricité. C'est une grande fierté pour moi parce que moi ça fait 30 ans que je suis à Tignes et lorsque je suis arrivée en 1994, en fait la première chose que j'ai vue c'est le barrage. J'ai eu un coup de foudre, je ne suis jamais repartie. Une fois à l'intérieur, on découvre d'impressionnantes machines. Le barrage est à l'origine de la production de 80% de l'électricité consommée par les foyers de Savoie. Une production annuelle importante, 100% renouvelable, qui a entre autres donné l'idée à EDF de faire visiter ce mastodonte de l'électricité savoyarde. L'idée de la visite, elle consiste d'abord à permettre au plus grand nombre et au public de découvrir cet ouvrage emblématique qu'est le barrage de Tignes. C'est quand même l'ouvrage le plus haut de France, qui est emblématique par sa taille et par son emplacement dans les gorges proches de la ville de Tignes. Et la volonté d'EDF, c'est bien de faire découvrir ce patrimoine, découvrir le savoir-faire des hommes et des femmes qui travaillent dans la production d'énergie hydroélectrique. Alors, il y a beaucoup de barrages qui se visitent en France, puisqu'il y a beaucoup d'ouvrages qui sont implantés dans pas mal de territoires. Peut-être la nouveauté ici, c'est qu'on ouvre un barrage quand même qui était jusqu'à présent fermé à la visite. La nouveauté aussi, c'est qu'on a construit un partenariat avec la ville de Tignes pour conjuguer nos forces. On met à disposition un ouvrage, la ville de Tignes met à disposition un guide, ses infrastructures de réservation, son organisation. Et donc on est vraiment dans un partenariat gagnant-gagnant. Un pari réussi puisque les réservations affluent. En sortant de la visite, le public semble conquis. C'est super intéressant de comprendre l'histoire du village parce que tout découle en fait de la construction de ce barrage-là. Donc aux locaux et aussi bien aux touristes, c'est une super occupation. Si jamais un jour comme aujourd'hui où on a un peu de pluie, c'est une super occupation et ça permet vraiment de comprendre un peu plus en détail le fonctionnement de Tignes et de ce barrage-là. Pour ceux qui seraient intéressés, la visite est au prix de 10 €, 8 € à partir de 3 personnes. Elles ont lieu 3 fois par jour la semaine et 4 fois le week-end. Les inscriptions se font sur le site de la ville de Tignes. Et nous ouvrons une page culture à présent avec notre invité du soir. Il s'agit de Barthélémy Allard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur du festival Musique à Beauregard. C'est un festival de plein air en altitude consacré à la musique classique. Il aura lieu cette année du 22 au 31 juillet. Il va démarrer donc dans quelques jours. Et votre objectif, c'est de déployer cette musique dans des sites naturels remarquables du massif des Aravis. Pourquoi tout simplement avoir créé ce festival ? Vous venez de le dire, c'est exactement ça. C'est que le plateau de Beauregard, puisque c'est là que ça se passe principalement, est un endroit magnifique. Les montagnes des Aravis sont sublimes, mais spécifiquement le plateau de Beauregard. Et puis il se trouve que la scène du festival est placée sur le plateau de Beauregard avec cette scène qui laisse le Mont Blanc apparaître en toile de fond. L'endroit est sublime, renversant de beauté. C'est facilement accessible à pied depuis le col de la Croix-Frie. Et on voulait simplement organiser une grande fête musicale pour rendre hommage à ce lieu saisissant de beauté. À qui s'adresse particulièrement ce festival ? Quand on entend musique classique, ça peut effrayer parfois. Est-ce qu'il faut être initié ou tout le monde peut venir ? On dit musique classique, moi je dirais musique éternelle, et puis je vais redire que c'est un hommage à ces montagnes qui sont là depuis bien avant nous et depuis bien avant cette musique. Ça s'adresse à tout le monde. On a des répertoires différents, on a des programmations différentes, on a même une programmation famille et enfants avec des randonnées musicales à travers les alpages, on sillonne, il y a des haltes musicales, on a des programmes didactiques, et puis on a aussi des concerts en bonne et due forme avec du grand récital, du grand répertoire, des artistes comme Nicolas Angelich, Patricia Petitbon qui sont des artistes qui sont particulièrement fameux et qui nous rejoignent aussi parce que l'endroit est sublime. Donc je dirais que ça s'adresse à tout le monde. Il y a dans la programmation un peu pour chacun. C'est la 5e édition de ce festival. Vous avez déjà donné quelques éléments de programmation. Si on va un petit peu plus dans le détail, quels seraient peut-être les temps forts ou les choses à ne pas manquer ? Est-ce que c'est plutôt en journée, en soirée ? Alors, tout ce qui est famille, enfance, évidemment en journée. Les randonnées, c'est l'après-midi. On a aussi une académie de piano le festival est aussi un carrefour finalement. Il permet pas mal de choses. Donc, on a une académie de piano pour les jeunes pianistes, les tout jeunes, les moins
jeunes, les talents qui sont promis à la scène de demain. On a aussi des artistes qui sont là en résidence depuis plusieurs mois, avec de la poésie, de la danse, avec un ex-danseur de l'Opéra de Paris qui est chorégraphe, qui a travaillé pour l'Opéra de Paris et qui est en train d'écrire une chorégraphie pour le festival. Donc ça, ce sera une soirée le 24 juillet sur la scène du festival avec de la poésie, de la danse et de la musique, bien sûr. Donc ça, c'est peut-être un temps fort. Mais il faut aller sur le site internet musiqueabeauregard.com et vous verrez, la programmation est vraiment très très large, de la musique classique, mais sous plusieurs formes et avec des portes vers le moins classique. Qu'est-ce qu'il apporte ce cadre naturel, cette nature à la musique? On imagine que c'est une dimension autre, différente d'entendre de la musique classique dans ce cadre-là. Oui, alors la première chose, c'est qu'on met quand même beaucoup de soin pour que l'acoustique soit raisonnablement correcte, voire très correcte. On veut que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. La deuxième chose, je dirais simplement qu'on décloisonne. Et la première crainte que vous avez eue dans vos mots, c'est musique classique. Non, justement, on vient passer une soirée, l'endroit est magnifique, on fait 20 minutes à pied, on s'arrête, il y a un concert. On a des partenaires extraordinaires comme la Maison Henriot, la Maison Perrin ou d'autres qui nous permettent d'offrir du champagne à l'entracte pour tout le monde. Il y a un dîner ensuite après le concert pour tous. Et voilà, donc je pense que c'est simplement la volonté, ces soirées, ce festival, c'est la volonté de partager tous ensemble des bons moments, de longues soirées, si possible, si elles ne sont pas trop fraîches, autour de la musique et dans la montagne. Avec une coupe de champagne avec modération quand même. Bien sûr. Donc vous l'avez dit, c'est sur le plateau de Beauregard. Il y a aussi d'autres lieux? Alors, le festival, il a 5 ans maintenant, donc c'est vrai qu'on s'est un peu étendu à travers les Aravis. La scène principale du festival est sur le plateau de Beauregard, mais vous avez un festival off, donc avec des concerts en station gratuits. Il y en a à Thônes, il y en a au Grand Bornand. Et puis évidemment, donc, tout ça est en plein air, en altitude, il peut faire frais, il peut y avoir de la brise ou un orage, et donc on a des solutions de repli donc à travers les différents sites que j'ai cités, la Clusaz, le Grand Bornand, Manigot, Thônes, qui nous accueillent très généreusement, très spontanément dans les cas de mauvais temps. Alors on sait qu'on est encore dans une période un petit peu compliquée sur le plan sanitaire. Est-ce qu'il y a des restrictions? Est-ce qu'il faut notamment réserver? Quelles sont les conditions d'accès? Il faut absolument réserver parce cette année, on a déjà pas mal de réservations. Donc toujours le site internet musiqueabeauregard.com, les offices du tourisme aussi. Et il n'y a pas spécialement de restrictions, si ce n'est de porter un masque. On est en dessous de la jauge de 1000 personnes, donc on n'a pas besoin d'un pass sanitaire ou d'être vacciné. Et on fera très attention, bien sûr. Et c'est en plein air, on peut profiter de la musique et du paysage. Merci beaucoup, Barthélémy Allard, d'être venu nous voir pour ce festival Musique à Beauregard. Je rappelle donc qu'il débutera le 22 juillet, il durera jusqu'au 31. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et puisque nous parlons culture, si vous avez 18 ans, vous pouvez bénéficier du Pass Culture mis en place par le gouvernement. Ce forfait de 300 €, accessible sans condition de ressources, peut être utilisé pour l'achat de billets de cinéma, de concerts ou encore de spectacles. Il permet aussi d'acheter des livres ou des instruments de musique. Enfin, il peut financer des cours de pratique artistique ou des services numériques comme les jeux vidéo ou la musique en ligne. Pour cela, il suffit de télécharger sur votre smartphone ou votre ordinateur l'application Pass Culture et de vous y inscrire. Direction à présent le petit village de Fillinges en Haute-Savoie, bien connu des pêcheurs, son cours d'eau. Le Foron de Fillinges a bénéficié de plusieurs aménagements. Inaugurés ce vendredi, ils vont permettre aux visiteurs de mieux comprendre ce qui se passe dans cet environnement aquatique. Des explications qui pourront peut-être déclencher des vocations, c'est ce qu'a constaté Emmanuel Jaude. Apprendre à connaître la nature et ses occupants est une étape essentielle sur le chemin de la préservation de ces milieux d'exception. Un apprentissage désormais facilité dans la commune de Fillinges grâce à l'installation d'un parcours didactique destiné aux pêcheurs en devenir comme à tous les curieux. Nous avons un territoire départemental en termes de pêche qui offre des choses magnifiques, des lacs de montagne, des torrents somptueux, des choses vraiment merveilleuses. Mais pour les aborder, il faut connaître, il faut apprendre et puis il faut un peu savoir faire. Et l'idée, c'est que dans ce lieu, peut-être un peu plus proche de la ville, mais au bord d'une très belle rivière, le Foron de Fillinges, on puisse venir faire ses premières armes, mieux comprendre et peut-être se donner les moyens d'aller aborder des choses, des hauts lieux de la pêche.
car si le foron de Fillinges n'est principalement connu que par les pêcheurs locaux, les problématiques ici sont semblables à celles de nombreux autres cours d'eau du département. Des espaces qu'il faut aujourd'hui rendre plus accessibles à un public plus diversifié. Le cadre du plan en pêche, nous avons une ligne budgétaire pour créer des pontons, justement, pour que les personnes qui ont des difficultés à se déplacer puissent continuer à pêcher. Donc l'accessibilité aux berges est très importante. La renaturation également des cours d'eau, parce qu'on a des cours d'eau qui ont été dénaturés par des réalisations passées. Donc c'est un gros investissement de la part des fédérations de pêche et de la région de redonner la liberté aux cours d'eau. Donc c'est redonner la place à la nature, mais aussi garder la place de l'homme dans la nature, et pour nous c'est une priorité. D'un coût de plus de 200 000 €, les aménagements du foron de Fillinges devraient également bientôt accueillir des ateliers pêche. Une sorte d'introduction à la pratique pour petits et grands, sensibilisant un large public à la fragilité de ces biotopes aquatiques et au rôle des pêcheurs dans sa préservation. Au-delà de la promotion et de la pêche, on a vraiment une fonction de protection de l'environnement et des milieux aquatiques. Donc c'est bien le parcours, il est bien fait pour ça, pour qu'on puisse continuer à former nos enfants, et plus largement à tout public, à bien prendre notion comme quoi nos milieux aquatiques sont fragiles. Et d'autant plus sur un bassin versant qui peut être le foron de Fillinges, comme sur le Fier, voire même aujourd'hui on se pose des questions sur l'Arve, voire même le Rhône. Il s'agit donc là d'une première en Haute-Savoie, mais qui pourrait bien être reprise dans d'autres territoires, afin de continuer la sensibilisation auprès de toutes les populations. Un mot de sport, elle est la première femme à occuper ce poste. Anne-Chantal Pigelet-Grévy a été élue samedi présidente de la Fédération française de ski, une élection qui survient après le départ du Savoyard Michel Vion. Il était à la tête de la fédération depuis 2010 et a récemment été nommé secrétaire général de la Fédération internationale à Zurich. Anne-Chantal Pigelet-Grévy est par ailleurs présidente du ski club de Saint-Gervais et du comité régional du Mont-Blanc. Elle assurera la présidence de la FFS jusqu'au renouvellement des instances dirigeantes en juin 2022, quelques mois donc après les JO de Pékin. Et puis du sport, toujours, l'Italie est championne d'Europe. Elle a remporté dimanche soir la finale de l'Euro de foot face à l'Angleterre. Une victoire au tir au but célébrée même en France. De nombreux supporters ont laissé éclater leur joie dans les rues des agglomérations savoyardes et haut-savoyardes, comme vous le voyez sur ces images de nos confrères de France Bleu, Pays de Savoie, et d'habitants du centre-ville d'Annecy. Les klaxons et les cris ont retenti longtemps dans les rues de Chambéry et d'Annecy cette nuit pour féliciter la Squadra Azzurra. Et nous nous quittons avec d'autres images, des images historiques. Samedi, la compagnie des guides de Chamonix a célébré ses 200 ans avec un événement inédit. 200 personnes ont formé la plus grande cordée au monde sur glacier. 100 personnes sont parties de l'aiguille du Midi à 3842 mètres. 100 autres se sont élancées de la pointe d'Elbronner à 3462 mètres. Elles se sont accrochées à cette immense cordée pour symboliser les 200 ans de la compagnie. Et vous pouvez retrouver toutes les images sur notre page Facebook. C'est ainsi que se termine ce journal. Dans un instant, la météo de Thierry Paulme et juste après l'émission Voyons voir, consacrée ce soir aux activités nautiques dans notre région. Je vous dis à demain pour une nouvelle édition. Bonne soirée sur notre antenne.